Votre sélection débutera après cette publicité. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. 3, 2, 1... Nous sommes le jeudi 2 septembre. Voici à la une. Ici Mathieu Bellumeur en compagnie de Mélanie Hood. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, les chefs se sont bien échauffés. Place au débat. Le premier a lieu ce soir. Les libéraux ont dévoilé leur plateforme électorale juste à temps. Et les réfugiés afghans ne sont pas vraiment les bienvenus en Europe. Le continent leur ferme la porte. Où pourront-ils aller? Mais d'abord, voici les plus récents développements dans l'actualité. Toujours aucune nouvelle de Jake Côté, le petit garçon de 3 ans qui est porté disparu avec son père David Côté, que l'on décrit comme étant imprévisible et qui pourrait être armé. L'alerte Amber a d'ailleurs été élargie à l'ensemble du Québec, puis dans le nord du Nouveau-Brunswick. Le véhicule tout-terrain dans lequel David Côté a emporté son fils a été retrouvé près de Sainte-Paul. Il se déplace donc peut-être à pied ou en voiture. Le maire et sa communauté sont sous le choc. Les parents restaient ici. Lui, il faisait, je pense, pas longtemps qu'il était revenu dans la municipalité de Sainte-Paul. C'est pas quelqu'un que je connaissais personnellement. L'ensemble de la population c'est quand même bouleversé. C'est pas des choses qui sont faciles. On souhaite juste un dénouement heureux. Oh my God! Oh my God! L'homme que vous entendez regarde des voitures complètement submergées par les eaux en pleine rue. Ça se passe dans la région de New York. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la région hier soir dans le sillage de la tempête Ida. Et d'ailleurs, le maire de New York a déclaré l'état d'urgence. Pratiquement toutes les lignes de métro ont été mises à l'arrêt. On rapporte aussi des inondations et des tornades dans les États voisins. Et on reste aux États-Unis. La Cour suprême refuse d'invalider une loi du Texas qui rend la grande majorité des avortements illégaux. Les interruptions de grossesse sont désormais interdites dès qu'un battement de cœur du fœtus est détecté, ce qui équivaut environ à 6 semaines de gestation. I know some people were apparently angry that I took a bit of personal time, but for everybody. Après 2 semaines d'absence, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, s'est adressé aux citoyens en direct sur Facebook hier. Il a répondu aux questions des Albertains sur la pandémie, notamment sur le possible retour du masque obligatoire. Il a aussi évoqué la mise en place imminente d'un incitatif à la vaccination. Sa dernière apparition publique remontait au 9 août. Puis en Ontario, il y aura un passeport vaccinal pour accéder à des lieux publics non essentiels dès le 22 septembre. It's no secret. This is something that I did not want to do. Ce n'est pas un secret, dit Doug Ford, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Le premier ministre se résigne donc à l'idée d'un passeport provincial. Dès le 22 septembre, les Ontariens devront présenter une preuve de vaccination complète pour accéder à des lieux publics non essentiels comme les restaurants, les bars, les centres d'entraînement et les salles de spectacle. Parlant de passeport vaccinal, il a connu son premier test hier au Québec. On va écouter des clients d'un gym de la ville de Québec. Est-ce que c'est contraignant? Non. Ça me donne plus de liberté. Ça me permet de garder un peu ce qui nous restait d'activité. C'est tellement facile, simple, sécuritaire pour tous. C'est un geste civique qui est tellement simple. Les chefs des principaux partis au pays ne seront pas très visibles sur le terrain aujourd'hui. Ils préparent plutôt leur premier débat en français qui se tient ce soir. Ce sera télédiffusé sur les ondes de TVA. Mélanie, ce face-à-face pourrait marquer un tournant dans la campagne électorale. Il est vu par tous les camps comme un exercice important. Pour plusieurs, c'est vraiment perçu, vous le disiez, comme le moment où les électeurs vont vraiment commencer à porter attention à la campagne électorale. Et à noter que le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, en sera à sa première participation, contrairement à ses adversaires. Oui, effectivement. Et justement, parlant de ses adversaires, il y a le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, qui a dévoilé sa plateforme électorale. Évidemment, avant le débat, on a beaucoup insisté sur le fait que ça a pris du temps avant qu'il mette de l'avant cette plateforme. Il a été le dernier à le faire
majoritaire, donc, dans les principaux partis. Oui, et il a dévoilé une plateforme ambitieuse. Les libéraux de Justin Trudeau promettent d'investir 78 milliards de dollars sur 5 ans. C'est 3 fois plus que les revenus qu'ils projettent d'engranger d'ici 2025-2026. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils prévoient dépenser 3 dollars pour chaque dollar engrangé. Justin Trudeau ne s'inquiète pas du niveau élevé de dépenses. Il parle d'un plan responsable, prudent et aussi transparent. En plus de ces mesures donc déjà annoncées pour le logement, les garderies, l'environnement, Justin Trudeau a promis de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre, un enjeu de l'heure. On le voit partout où on va. Exactement, on ne se le cache pas, hein, c'est un gros enjeu au pays. Les libéraux comptent s'y attaquer, entre autres avec un crédit d'impôt pour inciter les aînés à demeurer sur le marché du travail sans être pénalisés financièrement. Ce crédit d'impôt peut aller jusqu'à 1650 $ par année. Il vise les personnes âgées de 65 ans et plus. Je vous laisse entendre ce qu'en pensent les principaux intéressés. Peut-être pas 5 jours semaine, par exemple. Non, c'est ça. Il faudrait y aller à... 3 jours semaine, oui. J'irai à 3 jours semaine, oui. Ça ne m'incite pas à retourner sur le marché du travail. Je pense que j'ai fait mon temps. C'est pas une question d'argent, c'est une question que là, on a une vie à vivre, puis je veux faire des choses que j'aime. Donc, on comprend que ce n'est pas tous les retraités qui veulent retourner au travail, même avec des incitatifs, mais ça pourrait en convaincre certains. Peut-être. On a une vie à vivre. Peut-être continuer de travailler. Pour certains, ça peut être un plan de retraite. Voilà. Les adversaires de Justin Trudeau, donc, l'attendaient, cette plateforme. Comment ont-ils réagi? Ils sont tous très sceptiques, on peut le dire. On peut le comprendre. Pour eux, c'est difficile de croire. En fait, pour eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est difficile de croire Justin Trudeau aujourd'hui quand certaines de ses promesses faites en 2015 et 2019 n'ont pas encore été tenues. Alors, je vous propose d'écouter le chef bloquiste Yves-François Blanchette, le conservateur Erin O'Toole et le néo-démocrate Chuck Meeting. Mais il y a beaucoup d'éléments qui restent un peu vagues. Ça donne encore l'impression d'un programme qui est entre du réchauffé et de l'improviser selon les circonstances. Les Canadiens, les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement avec des promesses recyclées. Ils font des grandes promesses, mais ils ne livrent pas la marchandise. Donc, les plateformes électorales sont sur la table, les chefs se préparent. Est-ce qu'il y aura un grand gagnant ce soir lors de ce premier débat en français? Réponse, ce soir. On va en reparler, j'ai l'impression, dans les prochaines heures demain matin. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Ce qu'ils ont dit maintenant à propos du coût des garderies. Bien, des parents au pays surveillent de près les promesses des partis politiques en la matière et pour eux, ce sera un enjeu majeur, parfois le grand enjeu de cette campagne. En Ontario, par exemple, les garderies coûtent une petite fortune. Écoutons des parents ontariens. On a même parlé avant d'avoir choisi que si on avait un enfant et si on ne pouvait pas payer la garderie, qu'on considérait peut-être déménager au Québec parce qu'il y avait... C'était moins cher. Il fallait penser, est-ce que ça vaut la peine qu'on travaille tous les deux? Puis des questions comme ça. Je savais que ça allait être difficile, mais je savais pas, je comprenais pas comment ça allait être difficile. C'est triste qu'on en parle d'une manière où est-ce qu'il y a des différentes perspectives quand ça devrait juste être comme tout le monde devrait avoir accès à un endroit sain pour leur enfant. C'était le 2 septembre 1912. C'est au Stampede qu'il faut venir pour trouver les vrais cow-boys. C'est dur à cuire des grandes prairies. Il y a un air de fête à Calgary, dans la jeune province de l'Alberta. Les cow-boys sont prêts, les animaux sont là, le public arrive. C'est le début du tout premier Stampede. Déjà dans les années 1880, la Société agricole de Calgary et du district avait organisé ses premières foires. Mais c'est Guy Weddick qui organise le premier vrai Stampede. L'artiste du lasso veut créer un rodéo typique dans la tradition du Far West. La ville de 44 000 habitants est en plein boom. C'est l'endroit tout indiqué. Et l'événement est considéré comme un succès. Au point où Weddick se met tout de suite à l'organisation de l'édition 1913. Sauf que ses partenaires albertains ne souhaitent pas poursuivre l'aventure. Le deuxième Stampede se déroule donc l'année suivante à Winnipeg. Il faut attendre quelques années avant que l'événement revienne à Calgary et qu'il devienne annuel.
Et aujourd'hui, on le considère comme un des plus importants rodéos au monde. L'ambiance est toujours au rendez-vous, comme le racontent ces festivaliers rencontrés en 1995. On peut vraiment sentir l'atmosphère, puis de vivre les jumelles, puis t'es là. Tu vois les gens courir, sauter, tomber, puis se relever. C'est passionnant. C'est quelque chose qui représente la culture de l'Alberta, du sud de l'Alberta. Le Stampede 2021 est déjà terminé, mais soyez sans crainte, l'événement sera de retour le 8 juillet 2022. Ça vous laisse amplement de temps pour vous procurer votre chapeau de cow-boy. On va se parler de l'Afghanistan maintenant. On a vu ce sauve qui peut, alors que les troupes américaines, en fait les troupes occidentales, rapatriaient des ressortissants, des Afghans aussi qui ont travaillé avec eux au cours de la dernière décennie. Mais là, donc, depuis le départ des derniers soldats, les droits de l'homme se détériorent dans ce pays. Donc, pas étonnant qu'il y ait des milliers d'Afghans qui veulent quitter ou qui l'ont déjà fait. L'ONU estime d'ailleurs que d'ici la fin de l'année, il y a plus d'un demi-million d'Afghans qui vont se réfugier à l'extérieur de leur pays. Et une des destinations importantes en vue, c'est l'Europe, mais les réfugiés afghans n'y sont pas tous accueillis à bras ouverts. Et pour en parler, on va joindre Alexandra Chadska ce matin. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. Alors, peut-être une première question sur la réaction de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne ces derniers jours face à la perspective d'une importante vague migratoire avec ce qui se passe en Afghanistan. Alors, on peut dire, Mathieu, que dans la plupart des pays européens, les réfugiés afghans, comme d'ailleurs tous les autres réfugiés en ce moment, ne sont pas bienvenus. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut même dire que l'Europe est en train de se barricader carrément pour empêcher les flux migratoires incontrôlés. C'est une expression qu'a utilisée Emmanuel Macron il y a quelques semaines et qui a qui a provoqué toute une controverse. Alors, il faut dire que le souvenir de 2015 est encore très présent. Vous vous souvenez, plus d'1 million de réfugiés, principalement syriens, sont alors débarqués en Europe et à l'époque, c'est Angela Merkel, la chancelière allemande, qui d'ailleurs quitte ses fonctions à la fin septembre, qui a ouvert les bras et les frontières de l'Allemagne aux demandeurs d'asile. Mais aujourd'hui, même elle est réticente. Elle est allée jusqu'à dire « Nous ne répéterons pas les erreurs du passé » en faisant référence à la vague qui a submergé son pays. À l'époque, plus de 800 000 personnes, puis plus de 800 000 réfugiés sont arrivés en Allemagne. Et cette vague qui a été très compliqué à gérer, autant sur le plan logistique que sur le plan politique. Donc, on ne veut plus de 2015 en Europe, c'est certain. D'ailleurs, il y a les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne qui se sont réunis d'urgence à Bruxelles, c'était mardi, pour essayer de voir comment gérer la situation. Est-ce qu'ils sont arrivés à quelconque décision ou consensus? Pas vraiment. Il n'y a pas eu d'entente visiblement entre un pays comme l'Espagne, qui est prêt à accueillir sa part de réfugiés afghans, et un pays comme l'Autriche, qui affirme qu'elle a déjà fait sa part, car elle compte sur son sol déjà plus de 40 000 réfugiés afghans, et que tout ce qu'elle peut faire, c'est d'aider financièrement les pays limitrophes d'Afghanistan pour qu'ils gardent les réfugiés sur leur sol. Eh bien, entre ces deux pays, il y a visiblement un abîme. Même le président autrichien est allé critiquer son chancelier, donc un président écologiste, un chancelier de droite assez dur, Sébastien Kurz. Alors le président qui a dit l'Europe a une obligation morale, légale et politique d'accueillir des réfugiés, et évidemment l'Autriche aussi. Alors la plupart des pays européens sont beaucoup plus proches de l'Autriche malheureusement, et les 27 se sont quittés au terme de cette réunion en promettant une aide aux pays voisins. Mais en paraphrasant l'expression du président français, éviter d'accroître les flux migratoires incontrôlés. On va parler de pays plus zélés. On a la Pologne en tête qui, depuis quelques années, refuse d'accueillir sur son sol quelconque réfugié, surtout si les musulmans, Alexandra. Oui, et d'ailleurs, en ce moment même, il y a un drame qui est en train de se jouer à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Alors, juste pour vous situer, il s'agit apparemment d'une opération qui a été baptisée par la presse polonaise l'opération Écluse. C'est que le président Alexandre Loukachenko de Biélorussie aurait transporté environ 10 000 réfugiés vers l'Autriche, vers la Biélorussie, et les a transportés sur les frontières polonaises et lituaniennes pour déstabiliser, soi-disant,
ce sont les intentions qu'on lui prête, les pays de l'Union européenne. Alors, il y a 32 réfugiés afghans qui sont en train de mourir de faim et de soif sur la frontière polonaise. Et il y a des centaines de militaires polonais qui gardent la frontière et empêchent les gens de leur apporter de l'aide, de l'eau, des vivres et de l'aide médicale. Effectivement, Alexandra, on saisit bien l'ampleur du drame. Alexandra Chatka, merci beaucoup. Au revoir. À suivre aujourd'hui, Mélanie. Annonce ce matin de Québec concernant la santé mentale des étudiants. Évidemment, on suit les recherches pour retrouver le petit Jake Côté et son père. Et face à face entre les chefs ce soir à TVA. Et à lire ce matin sur l'appli Info, connaissez-vous la méthode du zipper? Alors, c'est une façon de gagner du temps et réduire les bouchons de circulation. Pour en apprendre davantage, vous irez voir le reportage de notre collègue Kim Vermette. Et on vous suggère d'écouter le balado Ça s'explique. Aujourd'hui, qui sont les talibans? Voilà, c'était à la une ici, Mathieu Bellumeur. Et Mélanie Houd. Réalisation Mathieu Courchaine. Merci de nous écouter. À demain.